La mobilisation accrue de recettes de la Direction générale des impôts a provoqué un débat sur son allocation. Le politique pense au collectif budgétaire étant donné la situation sociale et financière du pays et certains économistes ne l'attendent pas de cette oreille et préférant les placements. Nous avons reçu sur ces plateaux le professeur Albert Cheta qui nous donnera bel et bien sa vision ou sa position par rapport à ces grands débats sur la toile. Nous vous disons merci de votre bonne attention et bienvenue à tous. Vous êtes un habitué de notre plateau de l'émission depuis 2019. Et vous avez compris là, l'émission par l'économie traite ou aborde le sujet ou les actualités du pays. Nous vous invitons tous à venir donner votre position par rapport à ces grands débats, car certains économistes pensent bel et bien qu'il faudra peut-être le placer, bien que le politique préfère le collectif budgétaire. Ils disent que la situation financière et sociale du pays n'est pas bonne, il sera mieux de les affecter. Alors la première question serait, nous le savons tous que les recettes fiscales ont explosé en République démocratique du Congo. Quelle explication donner à cette performance? Bon, exploser, c'est pas bien. Ça, les recettes quand même, ont augmenté. C'était inattendu. Elles ont augmenté. Inattendu. Oui, les gens qui ne lisent pas l'évolution des recettes n'ont pas commencé cette année seulement, depuis l'année passée. Aujourd'hui, la première justification, on parle des recettes du mois d'avril. Voilà, la première justification, c'est le mois fiscal. C'est le dernier mois que toutes les entreprises qui ont réalisé les bénéfices doivent s'acquitter des impôts. Ça, c'est la première justification. Et puis, l'autre justification qui est fondamentale, c'est la croissance. La croissance de la RDC est tirée par les ressources naturelles. Donc, le fameux coût des matières premières sur le plan international. Ça, c'est la deuxième justification. Il y a aussi des réformes. Il y a une partie de cette augmentation des recettes est justifiée par deux réformes fondamentales. Lequel? La première réforme, c'est la réforme du code minier, c'est une réforme de 2018. C'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà. C'est depuis 2018. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les réformes peuvent payer. Les réformes sont payantes. Il y a une autre réforme qui a commencé en 2020. Et ça produit des effets aujourd'hui. La digitalisation de nos trois régies financières. Et ça continue déjà. Presque toutes les administrations, il y a ces systèmes de digitalisation, bancarisation. Easy, le logiciel est Isis, voilà. Et ces mélanges, d'abord, il y a la croissance qui est là. On ne peut pas ignorer, qui est là. Vraiment l'élément principal, la croissance qui est tirée des ressources naturelles. Quand vous regardez, aujourd'hui, si je peux vous montrer un graphique, quand vous regardez, allez-y. Ouais, quand vous regardez les coûts des matières premières, par exemple, le cuivre, je prends le cuivre, qui a atteint 10 000 $, plus de 10 000 $. C'est énorme, Oui, c'est énorme. Alors que l'année passée, c'était à 4 000, l'année 2020. Là, il y avait la Covid, il y a 4 000. Tu vois, c'est cette augmentation des coûts des matières premières. Rapide, voilà. C'est ça. C'est ça qui justifie ça. Pensez-vous que cette situation peut durer et se consolider? Oui, non, je ne dirais pas ça, je ne suis pas... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, je vais expliquer. Allez-y. Je vais expliquer, il y a au moins deux justifications. Premièrement, notre économie, quand vous regardez le taux de croissance, elle est dépendante des fluctuations des matières premières. Et les matières premières, quand vous regardez le coût des matières premières, ce n'est pas linéaire. Ça dépend de la demande de nos partenaires, le partenaire principal de notre économie. C'est la Chine qui nous achète les matières premières. Et le pays de l'Union européenne. Ils sont les deux principaux partenaires, les acheteurs de nos métaux. Alors, lorsqu'il y a aujourd'hui, vous savez que la Chine est en crise, il y a un problème de confinement de Covid. Il y a des pays qui a repris, hein. Oui, qui a repris. Il y a quelques villes qui sont bel et bien confinées. Ça fait 5 mois, il y a problème de confinement. Du coup, il y a déjà l'idée que la croissance de la Chine ne sera pas forte. C'est-à-dire notre économie est tirée par la croissance de la Chine. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème en Chine, implicitement, nous aussi, on aura une croissance qui sera affectée par la croissance de la Chine, puisque la demande de la Chine vers la RDC va baisser. Exact. Voilà, on voit ça. On est connecté, économiquement, on est connecté. Ça dit la vulnérabilité de l'économie congolaise vis-à-vis des fluctuations des coûts des matières premières. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, et ça, je me réfère avec des recherches de l'OCDE et de la Banque mondiale. Vous savez, quand on parle de boom, c'est-à-dire l'augmentation rapide, l'augmentation du coût des matières premières. Cela ne veut pas dire qu'on aura toujours, le coût des matières premières va rester comme ça. Le super cycle qu'on est en train de vivre, ça a commencé en 95, deuxième moitié de la décennie 90.
Et il y aura la fin. Et les travaux ont montré aujourd'hui la fin vers l'an 2030. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Donc, il reste 8 années, CCP. Et là, on n'a pas encore mis la transformation de nos minéraux ici. Donc, il y a ces facteurs, la vulnérabilité de notre économie. Et bientôt, on aura vers la fin des cycles, des super cycles des matières premières. C'est-à-dire le boom. Puisqu'en Europe, ou bien dans des pays développés, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, il y a ce qu'on appelle la destruction créatrice. Ils pensent déjà comment est-ce que, actuellement on utilise nos minéraux dans les téléphones, tout comme ça. Mais les Européens, les Occidentaux, comme ils sont dans les processus de création destructive, c'est-à-dire ils créent aussi des technologies, on ne va plus s'intéresser à nos minéraux. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus utiliser nos minéraux comme matière première. Oui, ils ne resteront pas demandeurs de nos métaux éternellement, puisque vous vous souvenez, sous le règne de Mobutu, Mobutu est arrivé au pouvoir lorsqu'il y avait la fin du super cycle qui a commencé dans les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de ces cycles-là, vers la 65-70. Le président Kabila est arrivé au pouvoir lorsqu'il y avait le début de ces cycles. Et on s'approche vers la fin de ces cycles. Donc, c'est des facteurs, mais pas 8 ans. Bon, 8 ans, c'est peu, hein, pour industrialiser un pays, tout comme ça. On rêve quand même. Voilà. Mais là, c'est des raisons, moi. On peut rêver, c'est autorisé. Mais on peut rêver, vous pouvez rêver. Mais moi, je me base par rapport à ce qui est publié, à des travaux scientifiques qui montrent que l'an 2030, on sera dans les années 30. Donc cette situation ne va pas se consolider. Ça ne peut pas se consolider puisque nous dépendons de la demande des autres pays. Ce n'est pas la RDC qui est à la base que le coût des matières premières augmente. Non. Ce sont des pays qui étaient des industries lourdes, comme la Chine, l'Union européenne, les Amériques du Nord, le Canada, tout. Ce n'est pas nous, la RDC. Ce n'est pas nous qui utilisons nos cuivres. Non, non, non. Ce sont les autres pays. Lorsque là-bas, ça ne va pas, ça va mal, implicitement, notre économie ne va pas marcher. C'est une économie extravertie. C'est-à-dire, la source fondamentale de notre croissance vient de l'extérieur, une source exogène de la croissance. Alors, en pareille circonstances, que peuvent être, je le dis bien, les différentes stratégies du gouvernement en matière d'allocation de ces ressources? Je viens de dire ceci. L'économie congolaise a une caractéristique fondamentale que je viens d'évoquer. Il y a une caractéristique fondamentale, elle est dépendante, cette croissance, elle est dépendante des coûts des matières premières. Ce qui veut dire ceci, lorsqu'une crise macroéconomique ou bien une crise financière se déclenche en Chine ou bien à l'Union européenne, il y a plus de probabilité que notre économie soit aussi affectée. L'exemple, la crise de l'Ukraine, nous sommes affectés par cette crise. Implicitement. Implicitement. Et du coup, l'enjeu c'est quoi? Comme l'économie est dépendante et notre économie est fragile, de fluctuations, des crises des autres pays, pour un économiste congolais, comment est-ce qu'on peut penser que l'État congolais peut arriver à protéger les individus et les entreprises? Pour moi, c'est à travers les politiques macroéconomiques contracycliques. C'est quoi une politique? C'est quoi une politique? Voilà, il a réservé sa vie à étudier les politiques économiques publiques. Donc lui, il étudie tout ce qui est macroéconomie. Tout ce qui intéresse la population. C'est quoi la politique macroéconomique contracyclique? C'est une politique qui corrige les cycles. Si vous regardez le cycle de notre croissance, il est fluctuant. Tantôt, on a croissance 7%, l'année prochaine, c'est 2%. C'est ça. La politique contracyclique corrige les cycles ou bien aplanit les cycles en procédant à la politique d'expansion lorsque la croissance est en crise. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la récession, on augmente les déficits. Et lorsqu'il n'y a pas la récession, comme le cas aujourd'hui, on est en expansion, on freine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dépenser plus puisqu'il y a la croissance. On doit arrêter l'augmentation des dépenses. Et implicitement, quelle est la politique économique, plus concrètement, la politique fiscale contracyclique? C'est une politique qui consiste à augmenter les déficits, c'est-à-dire à augmenter les dépenses lorsqu'il y a la crise. C'est-à-dire, lorsqu'on avait la Covid, il fallait toujours augmenter les dépenses. Lorsqu'on avait la forte baisse des coûts des matières premières en 2016, il faut augmenter la croissance, il faut augmenter les dépenses. Mais comment ça va se faire? Je continue cette technique, madame. Lorsqu'on avait la crise en 2008-2019, il faut toujours augmenter la croissance. Il faut vraiment exploser les dépenses. Il ne faut pas laisser les entreprises tomber en faillite. Il ne faut pas laisser les gens soient débauchés. Alors que lorsqu'on arrive maintenant à une période de bonne, comme aujourd'hui, et il faut freiner l'augmentation de la dépense. Il faut être prudent. Pourquoi freiner? Pourquoi? Je n'ai pas fini. Je vous ai parlé des politiques contracycliques. L'autre politique contracyclique, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la crise, la Banque centrale et les banques doivent baisser
leurs taux pour permettre aux individus, aux ménages et aux entreprises d'accéder au marché des crédits. Lorsque l'économie va bien, il faut les augmenter. Et quand vous verrez aujourd'hui la Banque centrale, la Banque centrale a des phénomènes aujourd'hui. Et la Banque centrale lutte contre l'inflation importée, mais le taux de la Banque centrale va augmenter. Pourquoi? Nous sommes en expansion. Les taux directeurs, les taux directeurs qui déterminent les autres taux. Les taux de référence. Voilà. On doit augmenter, la Banque centrale doit augmenter ce taux, puisque nous sommes en expansion. C'est une bonne politique aujourd'hui. C'est ça la politique contracyclique. Alors, pourquoi ça? Madame, souvent, lorsqu'il y a la crise, je prends un exemple. Allez-y. Je prends un exemple 2016 et 2020, là où il y avait la Covid. La plupart des entreprises, moi, je viens de l'Europe, 3 ans maintenant, j'ai compris une chose. La plupart des entreprises privées, ce sont des fournisseurs de l'État. C'est eux qui font les travaux pour les travaux publics. C'est eux, par exemple, construction des routes. Ce n'est pas l'État qui construit, ce sont les entreprises de l'État, non. Ce sont des entreprises privées. Même réfectionner les ministères, ce sont eux. Mais lorsqu'il y a la croissance aujourd'hui, les entreprises sont payées. Lorsqu'il n'y a pas la croissance, donc lorsque la croissance, l'économie va mal, les entreprises, on ne les paye pas. Moi, il m'est arrivé à résoudre plusieurs dossiers. Il y a des problèmes de dette de l'État qui doit aux entreprises de 2018. Lorsqu'il y a la crise, pour que les entreprises ne tombent pas en faillite, le premier réflexe d'un dirigeant de l'entreprise, c'est de débaucher. De débaucher. Quand vous débauchez déjà, vous ne permettez pas la croissance puisqu'il y a la demande qui va baisser. Vous comprenez? Et l'État ne paye pas lorsqu'il y a la crise. C'est-à-dire, ils ont une politique, quand vous regardez, il y a une politique procyclique. Lorsqu'il y a la croissance, on augmente les dépenses. C'est-à-dire, on augmente les dépenses. C'est ce que, par exemple, l'économiste, l'ancien Premier ministre propose, Mouzito, il propose qu'on augmente les salaires des gens. Et puis, dans votre introduction, vous aviez parlé, il y a un problème d'infrastructure, il faut augmenter. Vous ignorez que lorsque, aujourd'hui, vous décidez d'augmenter les salaires, il a parlé des professeurs, moi je peux bénéficier de ces salaires, d'augmentation des salaires. Étant donné professeur, mais il en parle. Ce n'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? Lorsqu'on augmente un salaire, le salaire c'est un prix. Oui, le prix du travail, le prix de l'enseignement. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la rigidité du prix à la baisse. On ne peut pas me dire, puisque, je vous dis sincèrement, dans les 2 ans qui viennent, on n'aura pas la même croissance de 2021 et 2022. Nécessairement, la croissance va baisser. Dans 2 ans, 2024. la croissance va chuter. Ça sera même en dessous de 5, tout comme ça. Et on me dira, comme il n'y a pas les recettes, on ne paiera pas mon salaire. Vous voyez? On ne paiera pas mon salaire. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de recettes. C'est comme s'il y a des arriérés, des salaires. Je vous dis, si je vous dis aujourd'hui, l'État me doit encore, on ne m'a pas payé de 2018 jusqu'en 2020, on ne m'a pas payé les salaires. Puisqu'il n'y avait pas une forte croissance. Vous vous rendez compte? Et lorsqu'on arrive là où il n'y a pas la croissance, on ne paye plus mon salaire. Et c'est comme ça se passe partout. Revenons sur l'État, sur les entreprises, la relation entre les entreprises. Ce sont des entreprises qui sont créatrices de richesses dans tous les pays. Et surtout, je l'ai constaté. Ces entreprises n'arrivent pas à évoluer. Il n'y a pas l'augmentation. Quand vous regardez le cycle de vie des entreprises, il ne dépasse pas 10 ans. 5-10 ans, il ferme. Voilà, puisque l'État ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des entreprises. Là, il y a la croissance, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'il n'y a pas la croissance, il y aura des DTO qui étaient déposés en 2019, ils ne sont pas encore payés. Et comment est-ce qu'on peut développer le pays avec ce système? Alors, ce que moi je propose, lorsqu'il y a la croissance, il n'y a pas de problème de payer les factures de l'État. Il n'y a pas de problème de payer les salaires. Et lorsqu'il n'y a pas l'argent qu'on a économisé aujourd'hui, regardez, cette année, on va réaliser plus ou moins selon les estimations du ministère des Finances, on peut réaliser cette année vers la fin un surplus de 4 milliards. Ces 4 milliards, on ne doit pas les utiliser aujourd'hui. Pourquoi les garder? Voilà, puisque les dépenses de l'année 2022 sont déjà couvertes par les recettes. C'est-à-dire, ces recettes-là vont couvrir les dépenses qui étaient votées déjà. Alors, le surplus, on ne peut pas l'utiliser cette année. Pourquoi? Si on augmente les dépenses de l'État aujourd'hui, on fait encore d'autres projets, la construction des routes, des écoles, et on augmente... Je dis c'est une bonne chose. Non. Pour l'économie congolaise, la situation sociale. Ça doit être planifié. Il y a déjà des politiques qui étaient planifiées, qu'on doit réaliser autant de milliards pour faire financer tels travaux. Il faut attendre l'année prochaine. Il faut l'utiliser l'année prochaine, cet argent. Pourquoi? Puisque si on augmente les... On va les garder au trésor public, ce que vous voulez, on garde les 4 milliards. Non, attendez, il faut être précis, c'est très technique. L'ancien Premier ministre propose ceci, qu'on quitte le budget interne,
7 milliards à 11 milliards. Ça fait 4. Ça, c'est le budget interne, sans compter les budgets, les ressources externes, voilà, ceux qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, on va gonfler, puisqu'il y a les recettes, il faut augmenter les dépenses de 4 milliards. D'accord? L'année prochaine, il n'y aura pas le même embelli. Les 4 milliards qu'on va augmenter, l'année prochaine, on ne va pas avoir un budget interne de 11 milliards. C'est-à-dire tous les projets qui sont engagés aujourd'hui n'arrivent pas à terme. Je vais vous expliquer. Nous sommes avec le programme des 145 territoires. Il y a l'argent déjà pour financer les travaux de cette année. Et cet argent est logé déjà dans une banque privée. Ça, si vous lisez, vous suivez le compte rendu du gouvernement. Cet argent déjà est logé dans une banque privée ici. Et il reste maintenant à faire sortir l'argent pour donner aux entrepreneurs qui vont faire ces travaux. Donc, l'argent pour les 145 territoires, c'est plus ou moins 160 millions de dollars. C'est déjà là. L'année prochaine, il y aurait sur notre budget pour continuer avec les travaux des 145 territoires. Si aujourd'hui, on explose les dépenses qu'on va financer et l'année prochaine, on ne va pas finir le programme des 145 territoires. Vous comprenez? La meilleure des choses, on garde cet argent. On l'utilise lorsque la croissance va baisser. C'est pour aplanir. Je vous ai défini la politique macroéconomique contracyclique. C'est pour corriger les cycles. L'année passée, on a réalisé 6% des pourcentages, plus ou moins 6%. Cette année, il y a des projections qui montent 6,2 aussi. Bon, l'année prochaine, s'il y aura peut-être 4, ouais, les caps, pour avoir une croissance tendancielle, une croissance exponentielle, c'est-à-dire à peu près la même chose chaque année, ou bien en d'autres termes économiques, la croissance d'aujourd'hui est expliquée par la croissance d'hier. Voilà. C'est ça la croissance exponentielle. Exponentielle, il n'y a pas assez de différence entre les taux de croissance. Pas assez d'écart. Alors que si vous regardez le graphique, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écart. Ça s'appelle il y a trop de fluctuations. C'est-à-dire la variabilité. Et c'est ce qui détruit les cycles d'affaires. C'est-à-dire cet argent doit être gardé pour les années où on n'aura pas... Où les garder au trésor public, non. Dans une banque internationale. Non, je dis ça, pas. Parce que le placement signifie beaucoup de choses. Tout à fait. Ce que moi, je propose au gouvernement, cet argent. Là, c'est vos recommandations. Oui. C'est très important. C'est un professeur d'université qui vient de la Sorbonne. Hein. Ça va permettre pour la première fois la RDC qui recourt d'abord à l'emprunt. Tu vois, et de laisser de financer son économie par la création monétaire. Tu vois, si ça dérange la bonne conduite de la politique de la Banque centrale, et de courir aux taxes. Et pensons d'abord au financement obligataire. Et c'est la première fois, on a ça, il y a 4 milliards, parlons de 4 milliards. Cet argent, on crée une entreprise de fonds qui peut être logée à la Banque centrale, on peut créer une direction au ministère des Finances ou bien des budgets, je ne sais pas. Dans d'autres pays, on crée une entreprise de fonds qui aura 2 objectifs, madame. Lequel? Premier objectif, on crée l'obligation. Et avec cet argent, on crée un titre financier. Ces titres financiers, comme nous sommes sous le contrôle des institutions internationales, la Banque mondiale, la Banque mondiale, ils ne peuvent pas s'opposer, ils vont soutenir, puisque nous avons déjà la crédibilité vis-à-vis de ces institutions. Ça, c'est le premier. On crée cette obligation, c'est-à-dire une entreprise, voilà. Une entité qui peut gérer fonds d'investissement. Fonds d'investissement. Tu vois, un fonds d'investissement, on le crée. Et cet argent, c'est un titre. On crée un mécanisme juridique. On prend ces titres, on peut même les trader à la Banque des règlements internationaux en Suisse. On a des instruments de règlements internationaux, BIR, en Suisse. On a des instruments. Ces des instruments vont nous rapporter chaque jour des millions. C'est cet argent, c'est-à-dire on s'endette, on entre. On donne le crédit. Oui, c'est-à-dire on donne l'accès à l'épargne internationale, à l'épargne extérieure, puisque nous ne sommes pas crédibles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas encore crédibles, alors que notre dette est inférieure par rapport à d'autres pays. C'est 21%. Hein. Non, extérieur, c'est 10, c'est à peu près 10%. À 10%. 10%. Ça, c'est quand on prend maintenant interne. Voilà, mais c'est 10% notre dette extérieure. Donc, c'est une opportunité d'accéder à l'épargne internationale. Comme nous sommes en bon terme avec la Banque mondiale, le FMI, la BAD, s'appuie à ces institutions et on trade sur les plans internationaux, c'est-à-dire on vend notre titre, la dette de notre pays. Notre 4 milliards. Voilà. La somme colossale. On loge ces 4 milliards à la Banque internationale ou bien dans la société de garantie, la société de garantie, et cette garantie, c'est un titre. Hein. On trade avec cet argent. Et ça nous permettra de lever les fonds sur le plan international. C'est-à-dire de s'endetter pour
financer notre développement. Voilà. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé sans dette. C'est une opportunité pour moi, c'est une opportunité. On ne peut pas gâcher ça, parce que la plupart de... On utilise. Non, on ne peut pas l'utiliser cette année. Il faut les gager, les mettre quelque part. On crée des mécanismes juridiques, on crée des titres financiers. Et ces titres financiers, on va les trader. Ça va nous permettre, ça dit, quand on trade, ça dit, nous empruntons l'argent, et cet argent, on finance nos projets d'investissement. Et c'est comme ça. Pourquoi? Il y aura les retours d'investissement. Là, on va s'endetter. C'est une bonne dette, ça. Puisqu'on s'endette pour financer nos investissements, pour financer notre développement. Il y aura les retours d'investissement. Lorsqu'on construit des routes, lorsqu'on construit des écoles, lorsqu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va produire. C'est la croissance qui permet à payer la dette. Si vous n'avez pas la croissance, vous ne pouvez pas payer la dette. Il y a une question, il faudra que nous puissions vous poser. Parce que ce qui est vrai, vous avez proposé des mécanismes. Soit on crée une entreprise qui va gérer ce fonds d'investissement. Et cette entreprise va créer le garantie bancaire. Voilà. Ça, c'est le premier. Du point de vue national. Ça va aider à développer le marché des dettes ici, à l'interne, qui est encore embryonnaire. Voilà, qui est la Banque centrale et au ministère des Finances. C'est encore embryonnaire, le marché des titres. C'est encore embryonnaire. C'est destiné d'abord à des banques. C'est pas tout le monde. Des bons de trésor. C'est toujours presque banque commerciale. Et maintenant, ça va nous permettre, avec cet argent, ça va maintenant permettre à organiser cette institution. Peut-être, on peut vraiment créer une institution, une société de fonds. Ça va maintenant permettre quoi? On élargit le marché, même vous, puis la dette de la RDC, ils sont détenus par les Congolais et les étrangers. Et c'est comme ça, puisque si tous les Congolais, les épargnants congolais détiennent la dette de l'État, vous voyez, c'est ça le développement. Par exemple, l'économie japonaise, c'est 90% de la dette publique du Japon est détenue par les Japonais. Mais cet argent peut nous permettre à créer cette entreprise de fonds et qui va permettre à développer le marché des titularisations. Comment, madame? On peut prendre, puisque quand vous regardez les banques ici, les banques qui viennent ici, Ecobank, Raobank, c'est une banque nationale, une banque congolaise, on s'associe avec ces banques. Ce sont ces banques-là, comme ils sont des sociétés mères, à laisser par exemple Equity BCDC. Equity, c'est une banque internationale qui a une réputation. Une très bonne réputation, il y a la confiance. Equity, nous confions Equity, c'est Equity qui vend maintenant notre dette à l'extérieur. Vous comprenez? On confie cet argent à Equity, à d'autres banques, même 4-10 banques, qui gèrent cet argent pour vendre notre dette au niveau international. Puisque si nous ne sommes pas à mesure de le faire, on peut faire ça. C'est comme ça, on a créé la place de Paris, CAC40. C'est comme ça a été créé. On a confié à une... Donc c'est un exemple vivant. Voilà. Ça a déjà été fait dans notre pays. Il faut lire toutes les places boursières au monde, même à Londres. On a d'abord commencé à travailler avec un certain groupe de banques. Et l'État a confié à ces banques-là, je parle de la France, que je connais bien l'histoire, comment est-ce que la CAC40 a été formée. L'État a confié à des banques, Crédit Lyonnais, Société Générale, qui puissent vendre les titres de l'État. Tu vois? Et lourde responsabilité. Lourde responsabilité, oui, c'est ça. Et c'est comme ça, la place de Paris est née. Et c'est comme ça, à partir de cet argent, on peut créer une place financière qui n'existait pas en RDC. Pour une première fois. Oui, voilà. C'est une innovation. On prend ça. Puisque aujourd'hui, le marché des titres, le marché des dettes est logé à la Banque centrale. On la lève là, on crée une société. Bien appropriée. Bien appropriée. Et la Banque centrale continue avec sa politique monétaire. Les sociétés travaillent en collaboration avec des banques commerciales. Des banques comme ça, comme il y a des sociétés mères des banques, c'est ces banques aujourd'hui, puis ce sont des agences, les sociétés mères de ces banques-là auront la mission de vendre notre dette du point de vue international. Je vais demander au Congo de placer nos recettes fiscales de 4 milliards, qu'on place toutes ces recettes, n'est-ce pas, à une banque des règlements internationaux. Qu'est-ce que le Congo va gagner pendant ce temps-là? Je vous ai dit, nous aurons l'accès à l'épargne internationale. C'est-à-dire chaque jour, comme ce sont des titres financiers, ça va nous ramener des millions. Ces 4 milliards, ça va produire des millions. En dehors de ça, nous aurons la confiance des marchés internationaux. C'est-à-dire, voici, l'État congolais peut lever maintenant, peut vendre sa dette. Et c'est pourquoi je vous dis, un autre mécanisme, on peut développer les marchés internes ici en confiant les banques. On choisit 4-5 banques qui ont des banques mères à l'étranger qui sont crédibles. Ces banques-là, l'État confie à ces banques-là de vendre notre dette au plan international. Les investisseurs internationaux ne vont pas refuser, puisqu'ils savent qu'on a une somme d'argent qui est logée à la Banque des règlements internationaux en Suisse. C'est comme une garantie.
Je vais vous donner un exemple simple pour que les gens comprennent. Allez-y. Lorsque vous voulez aller prendre l'argent à Robank, dans une banque, on vous demande quoi? La contrepartie. Voilà. Et c'est un autre thème, ce qu'ils proposent. Les entreprises ici, pour aller, on demande peut-être le titre de votre parcelle. On demande, il faut laisser une partie d'argent, comme ça, on va faire la compensation. Par exemple, vous laissez 1 million, on vous donne 2 millions, on va faire les intérêts que la banque va vous donner, et puis nous demandons, c'est comme ça, les gens s'endettent ici à Kinshasa. Et c'est la même chose que je suis en train de proposer sur le plan international. Puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'endetter au point de vue international. Puisque, bon, je ne dis pas ça, puisqu'on a bénéficié de l'annulation de la dette depuis 2010. Voilà, la facilité. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi nous n'avons pas l'accès à l'épargne internationale alors que nous sommes plus endettés? C'est puisque tous ceux qui viennent là-bas, on nous demande la garantie. Et nous avons l'argent de la garantie aujourd'hui. Mais on les place. C'est notre argent. Après 5 à 10 ans, 20 ans, on peut récupérer notre argent. Mais ça va nous permettre de développer notre pays, ces 4 milliards. Dans 20 années, oui, voilà, qui sont énormes. Mais chaque jour, on aura de l'argent qui va. C'est le marché boursier international. On laisse cet argent, ça nous produit de l'argent et ça nous permet aussi d'avoir la crédibilité sur le plan international. Et là, maintenant, on peut en prêter, puisqu'on n'a pas l'argent. Il y a l'argent qui chôme à l'étranger. Il y a l'argent qui ne trouve pas les preneurs. On ne peut pas nous donner, puisque nous sommes un pays à haut risque. Il y a la guerre à l'Est. Nous sommes un pays à haut risque. Il y a d'autres financiers. N'est pas crédible. Quand on parle seulement de la RDC, on voit venir la guerre. Alors que quand on parle seulement de la RDC, les Américains, certains Européens ne connaissent pas la RDC. Ça fait mal. Les milliardaires, comment est-ce qu'il va donner l'argent qu'on dit à son banquier de libérer autant de milliards et la donner à ces pays? Le Ghana a fait, a procédé. C'est comme ça, le Botswana a fait. Pourquoi pas ne pas suivre le modèle des autres? Et c'est comme ça, la première puissance économique de l'Afrique a fait, a procédé. Le Nigeria. Et il faut lire, il faut voir ce qui se passe ailleurs pour peut-être adapter, je ne dis pas de faire des copies-coller, puisqu'on n'a pas les mêmes cultures, mais essayons de voir les exemples de politiques qui ont réussi chez les autres et pour essayer aussi. Utiliser cet argent, c'est une aberration. Madame, il y a une question, parce que nous sommes presque à la fin, l'avant-dernière question, parce que je le dis bien, certaines économistes estiment bel et bien aux collectes budgétaires, ils disent étant donné la situation sociale du pays, sans oublier les déficits d'infrastructures. Qu'en dites-vous? Parce qu'ils sont d'accord, il faudra les distribuer de dépenses sociales. C'est toujours comme ça, depuis les années 60. Nos économistes proposent toujours comme ça. Je dirais à mes collègues ceci, en période d'expansion, il faut être prudent. On ne dépense pas beaucoup. Et vous avez produit quelques graphiques, on aimerait mis oui, c'est ça. Des explications. Regardez lorsque vous regardez les graphiques, par exemple, quand vous regardez le taux de croissance de chaque année, et vous regardez les dépenses de consommation finale des administrations. J'ai pris de 1993 jusqu'en 2020. J'ai ces données, puisqu'il y a 2021, je n'ai pas. Regardez, lorsqu'il y a la croissance est faible, les dépenses aussi baissent. Lorsqu'il y a la croissance, les dépenses explosent. Ce qui ne nous permet pas de développer le pays. Depuis 1960. Et les économistes disent ça à l'État. Et moi, je vais changer autre chose. Je propose le contraire de ce que mes collègues disent. En période d'expansion, il y a beaucoup de recettes aujourd'hui, on n'augmente pas les dépenses. C'est-à-dire, on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires, on n'augmente pas les travaux d'autres projets d'investissement des routes, on le fera les années prochaines. Puisque ce qui a été décidé aujourd'hui, les dépenses ont déjà trouvé leurs recettes. C'est la contracyclicalité. Il n'est pas responsable de dire aujourd'hui à l'État de procéder aux collectifs budgétaires. Ça va entraîner les déficits futurs. Puisqu'on ne sait pas, puisque la croissance n'est pas linéaire, et notre croissance dépend d'une source externe, c'est-à-dire des fluctuations des cours des matières premières, on ne peut pas se permettre les soupirs budgétaires qu'on a aujourd'hui, de les utiliser aujourd'hui. Et il faut les utiliser de manière intelligente. C'est ce que je propose. La contracyclicalité, madame, ça a beaucoup de avantages. Pourquoi? Allez-y, les avantages. Il y a des programmes. Il y a cette stratégie. Oui. Il y a des programmes. Par exemple, le chef de l'État et le gouvernement sont en train de mettre en œuvre le programme de couverture maladie universelle. C'est une dépense, c'est une bonne politique.
C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas soignés, les gens qui n'ont pas assez de moyens, ils puissent recourir, qu'ils puissent être soignés. La population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas travailler, ne peut pas être productive. C'est une bonne politique. L'État doit financer ça. D'où viendra l'argent? D'où viendra l'argent? Si on a la croissance aujourd'hui forte, l'Allemagne n'a pas la croissance. Ce que je propose ici, ça va nous permettre maintenant à l'État de maintenir ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est par exemple, lorsque votre entreprise vous débauche, vous licencie, ça vous permet de vivre avec le revenu de substitution. Vous comprenez? C'est l'État. Ça veut dire comme on cotise dans une caisse, et après, puisque les gens qui travaillent sont toujours moins nombreux par rapport aux chômeurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a cette caisse-là de maladies, ça vous permettra, lorsque vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas les salaires, vous bénéficiez de cette caisse nationale de cotisation ou bien de retraite, si vous êtes en retraite. C'est ça qu'on appelle le stabilisateur automatique. Il y a d'autres, par exemple, il y avait la crise de Covid. Il y avait la crise de Covid. L'État, le gouvernement a utilisé ce qu'on appelle le stabilisateur discrétionnaire. Et l'État a décidé, et c'est la première fois, je vous dis, c'est la première fois dans ce pays, en 2020, on a vu un gouvernement qui n'a pas baissé ses dépenses malgré qu'il y avait la crise. Et le gouvernement a procédé ceci. Le gouvernement a suspendu la perception des taxes et des impôts. Le gouvernement a dit aux gens de ne pas payer l'électricité pendant 3 mois. Bien que cette mesure a des limites, puisque tout le monde n'a pas d'électricité, tout le monde, même à Kinshasa, tout le monde n'a pas d'eau. Nous, ça nous a permis de survivre. De survivre, puisqu'on n'avait pas les salaires. Pas de vivre, mais de survivre. Oui, c'est ça qu'on appelle stabilisateur automatique. C'est-à-dire, on a augmenté la dépense de l'État, malgré qu'il y a la crise. Vous comprenez? Il a financé son économie. Oui, c'est ce qui a permis d'ailleurs. Regardez bien, on a eu la crise en 2020. 2021, on a la forte croissance. Regardez, là, on avait mal procédé en 2016. On a baissé les dépenses, puisque le budget était fixé 8 milliards. Le gouvernement de l'époque a décidé de baisser la dépense, de 2 milliards, c'est-à-dire on a fini avec un budget de 6 milliards. Vous comprenez? C'est-à-dire on a baissé les dépenses. C'est-à-dire tous les projets qui ont été annulés. Regardez, c'est après 5 ans qu'on a retrouvé la croissance potentielle de la RDC, c'est-à-dire entre 6 et 7. On est à 6,2. Après 5 ans, on ne baisse pas les dépenses de l'État, madame. Au moment des crises. Au moment des crises, lorsque l'économie va mal, on le freine lorsque l'économie va bien. C'est ce que je dirais. Ça, les deux exemples. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? En 2016, on a mis beaucoup d'années pour retrouver la croissance potentielle, à 5-6. Alors qu'en 2000, la forte crise, qui avait à la fois le choc. Qui a choqué l'économie congolaise. Oui, choc avec la mondial. Il y a eu choc d'offres et choc de la demande. C'est ça la Covid. Ça a provoqué des deux côtés. Et 2021, on a une croissance forte. 2022, une croissance forte. Puisque le gouvernement, en 2020, a utilisé la contracyclicalité. Il voulait sauver les entreprises. C'est ce qui a permis nos entreprises, même si nous ne sommes pas des industriels, on n'a pas beaucoup débauché. C'est comme Bralima, c'est comme les sociétés qui fabriquent de l'eau. Ils ont bénéficié de ces exonérations fiscales. En quelques lignes, comment concluez-vous ces grands débats? En quelques lignes, votre conclusion? Ce que je proposerais, je me répète encore. Allez-y. Nous devons utiliser cet argent en créant un fonds d'investissement souverain. Et ce fonds aura 2 missions, 2 objectifs. Lesquels? Créer un titre, c'est-à-dire on crée une garantie bancaire. Cette garantie bancaire permettra à l'État d'accéder à l'épargne extérieure. De placer cet argent sous forme de titres. Vous savez, cette garantie, l'État prend cette garantie, va avec ça à la Banque des règlements internationaux en Suisse. Ces 2 instruments financiers vont nous permettre d'accéder aux marchés financiers internationaux. L'utilisation de cet argent qu'on aura, cette dette qui va nous permettre à financer notre économie, à financer notre développement. 4 milliards, comparable, si on les dépensait aujourd'hui, 4 milliards ne fera rien par rapport aux besoins des financiers. On a besoin de 20 milliards, 50 milliards pour développer. Et ça, c'est une opportunité pour avoir ces 30, 50 milliards.
Cette année de la vache grasse et cette année de la vache maigre, il serait mieux de garder ces fonds, le placer soit à la banque de règlements internationaux, sinon de créer tout un fonds d'investissement qui permettra au Congo d'être crédible en contrantant, n'est-ce pas, de dettes à l'étranger afin de financer de façon très crédible l'économie congolaise et permettra bel et bien à notre économie d'être solide au moment des crises et au moment d'expansion ou de la vache grasse. C'est-à-dire, ce n'est que un verset biblique, hein, dans la période de la vache grasse. Il faudra prendre tout ce que vous avez comme bénéfice, vous le gardez pour se dire demain, ça peut être la vache maigre et vous allez l'utiliser. Vous êtes nombreux, hein, vous pouvez venir en débattre sur ces plateaux parce que l'émission Parle économie, elle est là pour débattre des sujets ou des actualités qui feront en sorte que ce pays se développe. Et nous vous disons merci de votre bonne attention. Au revoir et à très vite.